Bonjour, je suis David Cyr, l'auteur de l'outil Coopérer pour comprendre. On m'a demandé de vous le présenter, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, Coopérer pour comprendre, c'est un outil en 2 volets, composé d'une histoire, Sacha et Icarus, et d'un guide ressources intitulé Coopérer pour comprendre. Alors, avant de vous présenter l'outil à proprement parler, je vous propose de revenir sur le titre. Puisque la coopération est très importante dans cet outil, beaucoup de situations proposées dans le guide, toutes les situations proposées dans le guide font intervenir de la coopération. Mais qu'est-ce que la coopération? Alors, afin de bien comprendre ce que c'est que la coopération, je vous propose 2 définitions. La première, c'est la collaboration, qui va permettre de comprendre que la collaboration n'est pas de la coopération. Alors, qu'est-ce que la collaboration? Alors, collaborer, c'est travailler avec d'autres, un projet commun. Un projet, une réalisation, un événement, etc. L'idée, c'est de produire quelque chose. Alors, dans ce genre de regroupement, lorsqu'on propose à des élèves de se retrouver ensemble pour collaborer afin de produire quelque chose, parce que collaborer, c'est produire quelque chose, bien souvent, les élèves les plus à l'aise prennent les choses en main. Et les élèves les moins à l'aise se retrouvent à faire des choses beaucoup trop simples, voire ils ne tirent pas du tout bénéfice de la rencontre et des interactions avec les autres élèves. Effectivement, si on veut produire quelque chose, alors ça peut être une maquette, une évaluation, etc., on a vraiment de quitte à qu'elle soit bien réalisée. Et pour qu'elle soit bien réalisée, c'est bien souvent les élèves les plus à l'aise qui finissent le travail ou qui vont aller jusqu'au bout ou qui vont vraiment, eux, tirer bénéfice de la situation proposée. Alors que les élèves moins à l'aise vont être beaucoup plus observateurs. La coopération n'est pas la collaboration. Alors justement, la coopération, c'est coopérer, c'est être en interaction avec d'autres afin que chacun en tire des bénéfices individuels. L'idée, c'est d'apprendre avec les autres. Dans ce genre de regroupement, on cherche vraiment à ce que chaque élève puisse apprendre quelque chose, puisse faire évoluer ses représentations. C'est-à-dire qu'on va proposer des situations qui vont amener les élèves à interagir entre eux afin que chacun en tire des bénéfices. Et c'est vraiment la situation que l'enseignant propose qui va amener la coopération. C'est ce qui différencie de la collaboration, où dans la collaboration, comme je disais tout à l'heure, on cherche à produire quelque chose. Alors que dans la coopération, on cherche vraiment la situation d'apprentissage. Alors, vraiment, dans la coopération, effectivement, il y a une histoire d'entraide, où les élèves vont être obligés de s'entraider, de s'expliquer, de verbaliser, tout simplement. Alors, c'est Sylvain Connac qui nous dit ça. Alors, Sylvain Connac, qui est un enseignant-chercheur, qui est quand même la référence en France en termes de pédagogie coopérative. Il a écrit pas mal d'ouvrages sur le sujet, notamment Coopérer, ça s'apprend. Et puis, dans les cahiers pédagogiques, le numéro 576, qui s'appelle Former les élèves à la coopération, il revient sur la différence entre la collaboration et la coopération. Et il nous dit, quand on aide quelqu'un, on se retrouve dans une situation cognitive maximale. Et ça, c'est important à prendre en compte, puisque effectivement, même quand un élève il pense savoir, ou bien souvent dans les classes, on aurait tendance à dire que les élèves qui savent vont peut-être s'ennuyer sur le fait qu'ils vont devoir échanger avec d'autres. Et pourtant, Sylvain Connac a beaucoup recherché, qui a fait beaucoup de recherches à travers différentes classes et différentes études qu'il a fait. Il le dit lui-même, lorsqu'on aide quelqu'un, on se retrouve dans une situation cognitive maximale. Alors, maintenant qu'on a compris ce que c'est que la coopération, je vais vous présenter la coopération dans l'outil Coopérer pour comprendre. Alors, la coopération dans Coopérer pour comprendre, elle est vraiment présente sous 2 formes. La première, c'est celle dont on vient de parler, qui est la coopération entre les élèves. Alors, pour qu'une coopération puisse fonctionner, il faut proposer des situations qui soient suffisamment complexes pour qu'aucun élève puisse les résoudre tout seul. Puisque si un élève est capable de la résoudre tout seul, on va se retrouver dans une situation où les autres élèves vont suivre ce qui est dit et il n'y aura pas vraiment d'échange
et ce ne sera pas des échanges qui seront vraiment bénéfiques pour tous les élèves. Pour que ça fonctionne, il faut donc proposer ce qu'on appelle des situations problèmes, c'est-à-dire des textes suffisamment complexes en termes de lecture, ce qu'on appelle aussi des textes résistants, qui amènent les élèves à réfléchir, à interagir, où la compréhension n'est pas immédiate tout simplement. Et donc le fait de pouvoir échanger avec d'autres sur ces textes va les amener à voir le texte d'une autre manière. Alors, on le sait, hein, dans les classes, il y a toujours des élèves qui comprennent un peu plus vite que les autres, et même pour ces élèves-là, c'est intéressant, puisque pour deux raisons, c'est intéressant. La première, c'est que les autres élèves qui sont moins à l'aise, ils vont s'apercevoir que la compréhension, c'est pas quelque chose qui est immédiat. Ça nécessite parfois une construction et un certain nombre de compétences. C'est-à-dire que la compréhension nécessite parfois de faire des allers-retours dans le texte, d'aller repérer des indices laissés par l'auteur. Voilà, tous ces éléments que les élèves qui sont parfois en difficulté n'ont pas conscience. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont s'apercevoir que pour les élèves pour qui tout leur semble plus facile, ils vont s'apercevoir que c'est pas si facile que ça, même pour eux. La deuxième chose, c'est que comme les élèves vont être en interaction, les élèves qui sont plus à l'aise, ils vont verbaliser leurs pensées. Ils vont mettre en évidence comment ils font pour s'y prendre, pour retrouver des éléments dans le texte. C'est-à-dire que les élèves qui sont moins à l'aise vont donc entendre tous ces éléments-là. Et donc l'idée, c'est justement qu'ils puissent après les réutiliser lorsqu'ils seront seuls. Et puis un élément encore important, c'est que lorsque les élèves verbalisent ce qu'ils sont en train de faire, ils vont prendre conscience d'une compétence ou d'une stratégie de lecture dont ils n'avaient même pas conscience. Et le fait de devoir échanger avec leur père, ça va les inciter à reconstruire la compétence de manière beaucoup plus consciente et donc de manière beaucoup plus solide. Donc on voit bien tout l'avantage qu'on a à proposer des situations assez complexes afin de faire interagir les élèves. Donc l'idée, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est que les élèves vont chercher ensemble et qu'ils finissent par trouver quelque chose. Et puis ce qu'on espère, c'est que chaque élève reparte avec voilà, cette idée lorsqu'il se retrouve seul. Et rien que cette expérience vécue avec les autres élèves sera un élément déjà toujours plus bénéfique que le fait tout simplement d'annoncer par le professeur une compétence ou une stratégie. Alors moi, pour moi, il y a un autre élément qui est important dans la coopération, c'est la coopération qui se joue entre l'élève et le livre qu'il est en train de lire, ou le texte qu'il est en train de lire. Alors bien souvent, les élèves, et notamment les élèves qui ont des difficultés, n'ont pas conscience de toutes les opérations mentales qu'ils doivent mettre en place pour comprendre un texte. Bien souvent, ils sont dans une lecture figée, linéaire, ils lisent le texte et ils ne font pas forcément, ils n'enclenchent pas forcément des stratégies dans leur tête pour bien comprendre le texte. Le fait de leur parler de la coopération et surtout de leur dire que coopérer, c'est aussi coopérer avec l'auteur du texte. Il faut savoir qu'un texte a été écrit par un auteur hein, et qu'il manque des choses. C'est au lecteur de combler les espaces blancs. D'ailleurs, Umberto Eco nous le dit dans une citation célèbre qu'un texte veut que quelqu'un l'aide à fonctionner. Donc l'idée, déjà, en mettant l'élève dans situation de fait qu'un texte a été écrit par un auteur et qu'il va devoir coopérer avec lui, déjà on n'a pas le même élève, on n'a pas tout à fait le même lecteur, puisqu'il sait qu'il va devoir enclencher des opérations mentales pour comprendre le texte qui a été écrit par un auteur. Je voulais aussi revenir sur comment est né cet outil. Alors il faut savoir que depuis de nombreuses années, une quinzaine d'années à peu près, je m'intéresse je m'intéresse auprès des élèves sur cette question de la compréhension de lecture et notamment comment leur permettre de développer des compétences de lecture. Et donc j'avais lu pas mal de choses à ce sujet, hein, à travers différents auteurs très connus hein, dans la didactique de la lecture, notamment Évelyne Charmeux, Roland Guagou et Catherine Tauvron. D'ailleurs, Catherine Tauvron est quand même l'une des didacticiennes les plus reconnues dans le monde de l'éducation concernant la lecture. Et donc, à travers leurs ouvrages, j'avais
j'avais découvert différentes séances, des situations problèmes. Alors j'en ai écrit moi-même, mais en tout cas, leurs travaux m'ont vraiment inspiré, notamment les travaux de Catherine Trouvron et sur l'idée de mettre en questionnement l'élève, hein, à travers des textes résistants. Et donc, depuis pas mal d'années, je proposais des séances aux élèves, mais je trouvais que celles-ci n'étaient pas reliées les unes aux autres. Elles manquaient de cohérence, elles manquaient de lien. C'est là que j'ai imaginé une histoire, l'histoire de Sacha Icarus, qui permet d'avoir un fil conducteur à travers les différentes séances que j'avais déjà créées depuis un certain temps. Donc il faut savoir que ces séances sont dans le guide. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement ces séances du guide vont développer des compétences de lecteur, donc qui vont permettre aux élèves de mieux comprendre Sacha Icarus. Et bon, c'est important à comprendre dans ce double volet, c'est qu'en fait il y a une histoire qui va servir de fil conducteur à travers les séances d'apprentissage, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire est composée de 17 chapitres, et dans ces 17 chapitres, on cherche à développer différentes compétences de lecture. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que Sacha Icarus va servir de fil conducteur pour les différentes séances, mais les séances du guide, elles, puisque à travers les séances, les élèves vont développer des compétences de lecture, ça va leur permettre de mieux comprendre l'histoire. Donc il y a vraiment une intercomplémentarité entre les deux volets. À la fois le livre permet de donner du sens aux différentes séances, mais les différentes séances permettent de mieux comprendre l'histoire. Alors maintenant, je vais vous présenter un exemple, le chapitre 1. Chaque chapitre est organisé de la même façon, donc il y a le titre du chapitre avec la date et l'horaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une partie qui raconte l'histoire des personnages, et notamment le personnage Sacha. Et puis il y a une autre partie où c'est cette fois-ci Icarus, qui semble être une intelligence artificielle, qui s'adresse au lecteur, qui va lui poser des questions, qui va revenir sur le texte qui a été lu, et qui, à travers ces questions, vont amener les élèves à réfléchir et à se questionner sur leur lecture finalement. Alors, dans la partie d'Icarus, il pose une question importante, qui est présent dans la scène? Et donc, la question du qui est très importante, puisque Catherine Touvron nous dit que bien souvent, les élèves qui sont un peu perdus dans les personnages, puisqu'ils n'arrivent pas à identifier les personnages, abandonnent rapidement le texte qu'ils sont en train de lire. Donc, on a tout intérêt à équiper les élèves de compétences et de stratégies qui vont leur permettre d'identifier rapidement les personnages afin de pouvoir rentrer dans l'histoire et mieux la comprendre. Alors le premier chapitre, on pose effectivement la question de qui sont les personnages présents, et notamment qui est Sacha. Alors par exemple, hein, je l'ai fait cette année avec ma classe, et pour 22 élèves de ma classe, sur 26, ils pensent que Sacha est un garçon. Alors pourquoi ils pensent que c'est un garçon? Tout simplement parce que le texte est organisé un peu pour les piéger. Il y a des ils et il n'y a jamais de elle. Hein. Et surtout, Sacha, effectivement, ça a une connotation plutôt masculine. Donc voilà, beaucoup d'enfants pensent que Sacha est un garçon. L'idée de la séance qui va suivre, la séance qu'on va retrouver dans le guide, hein, la séance qui est en lien avec le chapitre 1, va les amener à développer des stratégies, comme on le disait, afin d'identifier les personnages. Alors voici la situation problème. Alors comme je le disais tout à l'heure, une situation problème est très importante, puisque l'idée c'est que les élèves, lorsqu'ils vont se retrouver en groupe, ils puissent être amenés à coopérer. Et comme on le disait, pour que la coopération fonctionne, il faut une situation suffisamment complexe pour éviter qu'un élève soit capable de résoudre le problème tout seul. Alors comme on le disait tout à l'heure, même s'il pense avoir la réponse, il y aura toujours un doute qui sera provoqué par les réactions des autres élèves. Et ce doute est intéressant, puisque quand un élève doute, c'est qu'il n'est pas sûr. Donc s'il n'est pas sûr, ça veut dire que les compétences ou ses connaissances ne sont pas encore assez solides. Alors voici la situation problème en lien avec ce premier chapitre, dont l'idée est de permettre aux élèves de construire la compétence identifier les personnages. Je vais vous lire cette situation. Alors, monsieur et madame Porte, monsieur et madame Rouge ont ensemble 4 enfants, tous des garçons. Les 2 couples, accompagnés de leurs enfants, arrivent ensemble au restaurant. Comme il n'y a plus que des tables carrées de 4 places, monsieur et madame Rouge disent à leur fils « C'est très bien, du coup, nous les grands, nous prenons une table, et vous les enfants,
installez-vous ensemble à une autre table. Donc on propose ces situations-là aux élèves. Alors ce qui est très important, et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, pour que la coopération fonctionne, il faut toujours un temps individuel au préalable. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ce temps individuel, forcément, il n'y aura pas d'échange. On va forcément écouter l'élève qui a eu la première idée en tête, ou l'élève qui est le plus à l'aise. Et donc, dans un premier temps, on propose ces situations aux élèves. Il y a un travail individuel. Chaque élève va chercher à répondre à cette question. Et la consigne qu'il leur est donnée, c'est de dessiner l'installation des enfants à table. Donc, ils vont faire des tables carrées. On va leur proposer de faire des tables carrées. Et puis, il y a des élèves qui vont dessiner un enfant rouge ici, un enfant rouge 2 ici, un enfant porte ici, un enfant porte 2 ici, voilà, puis après ils vont montrer qu'il y a différentes possibilités d'installation. Alors dans le guide tout est expliqué, hein. On précisera bien évidemment aux élèves d'utiliser des tables carrées, et puis on leur montrera un modèle avec monsieur et madame porte et monsieur et madame rouge, afin de les aider et puis faciliter les échanges entre les élèves. Ensuite. Donc les élèves vont travailler individuellement, puis ils vont se retrouver par groupe et ils vont essayer de se mettre d'accord sur l'installation des enfants à table. Alors bien souvent, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois et je sais que ça a été fait dans d'autres classes, bien souvent ce qui se passe c'est que les élèves nous proposent 2 enfants rouges et 2 enfants portes. Donc on les laisse réfléchir, surtout on ne dit rien dans un premier temps, on peut même proposer une mise en commun où les différents élèves vont venir proposer ce qu'ils ont trouvé au sein de leur groupe. Et puis, ce qu'on va leur dire ici, c'est que aucun des dessins représentés au tableau ne fonctionne. Alors, stupeur chez les élèves, forcément, ils vont se dire, mais comment c'est possible? On s'est mis d'accord, on a tous à peu près trouvé pareil. Et là, il suffit de leur donner un indice, ce qu'on appelle un inducteur d'ailleurs. Alors pareil, dans le guide, c'est précisé ce que c'est qu'un inducteur. C'est souvent quelque chose qui permet aux élèves de revenir sur la situation, problème, sans devoir leur dévoiler la réponse. Voilà, en fait, c'est l'idée d'un entonnoir. En fait, si on dévoile la réponse, l'élève n'a pas l'impression qu'il l'a trouvée par lui-même. Si on lui donne un inducteur, voilà, on amène ainsi l'élève à essayer de revenir sur ses recherches, on le re-questionne et on l'amène à avancer et souvent ça leur permet de trouver la solution par eux-mêmes et c'est beaucoup plus efficace. Alors, il suffit de noter au tableau, là, dans cette situation-là, si effectivement vous vous retrouvez dans la situation où aucun groupe dans la classe n'a réussi à trouver, ce qui se produira probablement, eh bien, il suffit d'écrire au tableau la lettre qui change tout. Vous écrivez la lettre qui change tout et vous les invitez à relire ce texte du début jusqu'à la fin. Et bien souvent, grâce à la lettre qui change tout, ils vont s'apercevoir que leur fils, il n'y a pas de S. Ce qui veut dire que monsieur et madame Rouge n'ont qu'un seul fils. Alors, une fois que les différents groupes ont trouvé, vous les invitez à redessiner les possibilités des enfants à table, afin de vérifier que tout le monde ait compris. Alors, il n'y a peut-être pas besoin de leur faire dessiner toutes les possibilités, mais au moins avoir cette situation où on voit qu'ils ont dessiné un seul fils, un seul enfant de monsieur et madame Rouge, et ce qui veut dire que monsieur et madame Porte ont 3 fils. Donc, une fois qu'ils ont réussi à trouver cette possibilité, voilà, tout l'enjeu prend sens maintenant, puisqu'il faut leur demander pourquoi on leur a proposé cette situation. Et les élèves vont finir par le dire tout seuls, hein. Ils le disent eux-mêmes, hein. Les élèves disent eux-mêmes qu'il faut faire attention à la fin des mots pour repérer les indices laissés par l'auteur. Ce qu'on appelle les indices morphosyntaxiques. Et donc effectivement c'était à la fin du mot, l'absence du S était un indice laissé par l'auteur pour comprendre que monsieur et madame Rouge n'avaient qu'un seul fils. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a une situation problème qui est proposée et maintenant on va revenir au texte, le chapitre 1 de Sacha et Icarus, et les élèves vont pas lire la même chose puisqu'ils vont lire ils vont relire ce texte à la lumière de la compétence qu'ils viennent de construire. Et donc en relisant le texte, ils vont s'apercevoir que troublé, il y a un E à la fin,
la marque morphosyntaxique laissée par l'auteur, voilà, montre que finalement Sacha est une fille. Et voilà, donc ce qu'on espère ensuite, c'est que voilà, les élèves ont construit cette compétence, que lorsqu'on a du mal à retrouver, à identifier le personnage, peut-être il est important d'aller regarder la fin des mots. Alors, résumons. Donc, nous avons un élève qui lit un texte ou son livre Sacha Icarus, et il va avoir une question qui va lui être posée par Icarus, et il va essayer d'y répondre. Mais souvent, c'est pas suffisant, puisque il n'a pas les éléments pour y répondre. Ou alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a des élèves qui sont très à l'aise en lecture, qui comprennent plus vite que les autres, mais ils n'en ont pas forcément conscience. Du coup, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs aussi, c'est que bien souvent, on pense que les élèves qui sont plus en difficulté, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le matériel cognitif, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités et qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Ils n'ont pas les connaissances, et donc l'idée de les faire interagir entre eux va leur permettre justement d'avoir cet apport, ces connaissances qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc on propose un texte aux élèves où l'élève lit la suite de son chapitre, et donc il est questionné, mais comme on le disait, c'est pas suffisant. Et donc l'enseignant, avec le guide Coopérer pour comprendre, va aller rechercher une séance. Alors des fois il y a 2 séances, des fois il y en a 3, ça dépend des chapitres. L'idée, c'est de proposer une séance en lien avec la question qui a été posée par Icarus. Donc il propose la séance tirée du guide. Voilà, et donc cette séance, qui est une situation problème, va amener l'élève à réfléchir. Donc là, on est dans une situation, on est ce qu'on appelle en conflit intra-individuel, c'est-à-dire que l'enfant, il n'avait pas conscience d'un problème. Comme on l'a vu tout à l'heure, retrouver un personnage, pour lui, il suffisait de regarder les prénoms ou repérer les pronoms personnels. Donc il n'avait pas conscience d'un problème. Et donc, voilà, ça va le déstabiliser forcément. Du coup, on va l'amener à échanger avec d'autres élèves. Et lorsqu'il va être amené à échanger avec d'autres élèves, il va être ce qu'on appelle en conflit socio-cognitif. Donc c'est un conflit inter-individuel, c'est-à-dire que les autres ne pensent pas comme lui, et donc ça va l'amener à reconsidérer ce qu'il pensait jusque-là. C'est le meilleur moyen de faire évoluer ces représentations. Et donc ensemble, ils vont chercher comment parvenir à résoudre le problème. Donc ils vont chercher, etc. Et lorsqu'ils vont finir par trouver, alors peut-être ce sera guidé par l'enseignant à travers ce qu'on disait tout à l'heure, des inducteurs, hein, qui vous seront précisés dans le guide. Et puis une fois que ça va être trouvé, ce qu'on espère, c'est que effectivement les échanges et la coopération soient bénéfiques pour l'élève, puisqu'il puisse réutiliser cette compétence lorsqu'il va se retrouver à lire tout seul par la suite. Alors on voit bien que c'est de la coopération, puisque il n'y a aucun produit, on n'a rien produit. Par contre, on a proposé une situation problème aux élèves qui les ont amenés à réfléchir afin de construire une nouvelle compétence ou de faire évoluer ces représentations. Alors on est vraiment dans le processus d'apprentissage, hein, puisque du début à la fin, il y a bien un élève qui ne sait pas, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Voilà, donc on va le déstabiliser. Donc l'enseignant, par la proposition d'une situation durant sa séance, il va le déstabiliser. Et quand il n'y a pas de déstabilisation, il n'y a pas d'apprentissage, puisque apprendre étant faire évoluer ces représentations, il faut bien déstabiliser les représentations qui sont déjà présentes dans l'élève. Et donc on va le déstabiliser, et puis il va donc reconstruire avec d'autres une nouvelle compétence, et il va renforcer, et puis il va le faire de manière consciente, et donc il sait qu'il a appris. Et là, il y a des émotions positives, hein, qui vont arriver. Et prendre conscience de l'apprentissage est important, et surtout de pouvoir le réutiliser rapidement, parce que lorsque l'enfant va revenir au livre Sacha Icarus, il va pouvoir réutiliser directement la compétence qu'il vient de découvrir. Donc on est vraiment dans un processus d'apprentissage. Alors, pour aller un peu plus loin, il faut savoir que cet outil Coopérer pour comprendre, on travaille sur de vrais textes. Comme le précise Evelyne Charmeux, alors Evelyne Charmeux qui a écrit de nombreux ouvrages sur la lecture, hein, qui est reconnue en tant que didacticienne de la lecture en France, hein, elle nous dit dans un article récent qu'il n'y a pas un apprentissage de la lecture, mais des apprentissages liés aux divers types d'écrits. Et c'est sur eux qu'on doit apprendre à lire. Seuls de vrais écrits de la vie sociale peuvent être des supports d'apprentissage.
Alors j'ai beaucoup échangé avec Evelyne Charmeux pour concevoir l'outil Coopérer pour comprendre, et c'est vrai elle a très souvent insisté sur l'idée de proposer des séances avec des vrais textes. Alors à la fois, le fait de travailler sur des vrais textes, ça permet aux élèves de se construire une culture littéraire, puisqu'ils vont côtoyer dans ce guide, ils vont côtoyer des textes de Bernard Friot, de Roald Dahl, d'Arthur Conan Doyle, de Jules Renard, de Sophie Audouin-Mécognan, et ils vont découvrir des différentes, pas seulement des textes narratifs, puisque dans les différentes séances, il y aura des textes documentaires, des textes poétiques, théâtraux, et puis il y a même une séance consacrée au manga à travers le célèbre manga L'attaque des titans. Enfin, il faut savoir que dans chaque chapitre, c'est pour ça que j'ai mis un QR code ici, il y a un QR code justement qui sera présent afin de vous aider à savoir de quoi retourne la séance. En fait, comme je le disais tout à l'heure, dans le livre, il y a un chapitre à lire, et ce chapitre correspond à un chapitre du guide, ils sont vraiment en lien, et chaque chapitre du guide il propose en début du chapitre un QR code où il y a un petit audio que j'ai préparé afin de vous permettre de savoir rapidement de quoi la séance retourne. Donc vous prenez votre smartphone, vous prenez le QR code avec votre smartphone et vous accédez à un petit fichier audio qui dure 2 à 3 minutes et qui vous permet de savoir de quoi retourne la séance. Alors voilà, moi j'ai fini pour la présentation de Coopérer pour comprendre. J'espère que j'ai été clair et que je vous ai donné envie de découvrir cet outil et puis peut-être de vivre plein de choses intéressantes avec vos élèves. En tout cas, je ne veux pas rester plus longtemps parce que je suis attendu à la boule et donc je vais prendre la clé qui est ici et je vais me rendre directement à la boule. Au revoir. Je veux aller à la boule.